de l'IBFM, et aussi ex-membre d'un groupe d'experts qui avait fonctionné sous tension également, mais qui avait réussi à produire un consensus dans la profession, et j'expliquerai comment de façon assez rapide, en 10 minutes maximum, évidemment. Donc, je vous propose d'entrer dans le sujet en considérant que les programmes sont un résultat de compromis. Outre la mise en forme de savoir, comme le dit Elisabeth Châtel, ils sont en même temps le résultat d'un compromis entre différents acteurs qui se situent dans différents espaces ou différents champs des possibles. Alors, ces acteurs, je reviendrai dessus, mais toujours est-il qu'ils ont des points de vue extrêmement différents et la façon de les concilier et le temps qu'on met pour les concilier sont extrêmement importants. Aujourd'hui, je dirais que ce qui importe, ce n'est pas tant le programme en tant que programme, c'est l'ensemble du curricula qui consiste à prendre en compte la façon dont on écrit les programmes, mais également la façon dont on construit l'évaluation avec ces programmes, mais également l'ensemble des programmes que doit parcourir un élève, aussi bien au collège qu'au lycée. Si on ne prend pas toutes ces dimensions en compte, y compris le temps de l'élève, on a un peu de difficulté à situer uniquement par rapport à un programme. Alors, je vais revenir sur les trois moments, ce que j'appelle les trois grands moments dans la construction des programmes de la SES. Je me suis appuyée pour ce travail à la fois sur les travaux d'Elisabeth Châtel, mais aussi sur Michael Young, qui est un représentant du courant de la nouvelle sociologie de l'éducation anglaise, et qui parle plutôt en termes de rapports sociaux, quand on parle de contenu et de production, en fait, de rapports sociaux. Je voudrais juste partir d'un élément factuel que Gérard Brousse, ici présent, a bien voulu mettre sous clé ou sur clé. Ça permet aussi de démontrer. Et dans la démonstration, le poids relatif des différents programmes dans les différentes périodes nous permet de mieux comprendre les évolutions. Ça, c'est le programme de 98. Auparavant, je ne sais pas si on l'a sur la clé, il y a le programme de 82. Le programme de 1982 tient en une demi-page. Voilà. Donc le premier programme, donc 3 moments, premier programme jusqu'en 82, on va dire, assez court. Les programmes sont assez courts et sont construits sur l'idée d'un grand consensus. Deuxième partie, on a toujours une première technique, voilà, ça c'est le programme de 82, voilà l'ensemble du programme, qui tient en une page. Deuxième type de programme, celui qui aboutit en 98 à un programme en 5 pages. Donc le premier programme, donc 3 moments, premier programme jusqu'en 82, on va dire, assez court. Les programmes sont assez courts et sont construits sur l'idée d'un grand consensus. Deuxième partie, on a toujours une première technique, voilà, ça c'est le programme de 82, voilà l'ensemble du programme, qui tient en une page. Deuxième type de programme, celui qui aboutit en 98 à un programme en 5 pages. Indication complémentaire comprise. Et le dernier programme que vous connaissez, qui lui tient en 13 pages, plus le problème de l'évaluation qui n'en finit pas de produire du texte. Alors, je vais revenir dessus en disant que les programmes donc le premier temps sont les programmes de 67 à 82, dont les contenus sont influencés par l'école des annales, par les communautés sociales, avec des inspecteurs, et notamment l'inspection générale, qui contribuent fortement à écrire le texte du programme et surtout à le porter et à faire en sorte qu'il puisse être enseignable avec les enseignants. Je dirais que ce modèle-là est un modèle d'école et d'enseignement que l'on peut qualifier d'horizontal, dans le sens où le poids de la hiérarchie n'est pas lourd et le poids des prescriptions l'est encore moins. En revanche, ce n'est pas dans cette période-là qu'il y a le moins de tensions. Et les tensions se vivent avec l'extérieur, notamment à l'extérieur du monde des SES, avec des disciplines qui sont à la frontière des sciences économiques et sociales, notamment l'histoire géo, la gestion, et un peu à l'intérieur à partir des années 80, avec des économistes qui jugent ce qu'enseignent les enseignants de SES peu légitime
assez peu légitime, d'autant que les sciences économiques ont basculé vers, on va dire, moins de concret, plus de formel à cette époque-là. Donc je dirais, pour chacune des périodes, nous avons des caractéristiques différentes des programmes et nous avons également des tensions différentes. La deuxième période, celle que j'ai vécue de façon plus intense, c'est la période de la massification scolaire des années 80-90 et on a une tendance générale partout à l'explicitation. Sous-entendu, il faut être explicite pour permettre aux élèves d'arriver à comprendre où l'on va. Cette explicitation va prendre la forme d'une rationalisation, notamment dans la plupart des programmes, avec l'introduction de ce qu'on appelle des colonnes, où on va avoir une première colonne de thème, une deuxième de notions essentielles, une troisième de notions qui accompagnent les premières notions. La caractéristique du travail des années 80, 90, pour les témoins encore que présente l'époque, et jusqu'aux années 2000, c'est la durée. Ce travail s'est inscrit dans la durée. D'abord, il est parti de l'évaluation d'une critique sur le baccalauréat, puis d'une réécriture avec des allers-retours dans les différentes universités d'été. Et là, l'inspection générale a mené un rôle. Certes, elle a été présente, elle a été fortement critiquée, mais elle était présente. Et des allers-retours continus dans la formation continue avec les collègues, mais aussi avec la recherche, puisque nombre de collègues qui sont présents aussi participaient à des recherches à l'INRP, puisqu'il existait, il y a des recherches en éducation à l'époque, en SES, et puis un modèle d'enseignant qui va, à la fin des années 80, devenir, sous l'impulsion notamment à la fois du mouvement pédagogique mais aussi du ministère, résolument un modèle d'enseignant concepteur. Et en même temps je dirais que le processus de rationalisation va avoir une liberté beaucoup plus grande des corps enseignants pour construire les programmes. Ce modèle-là, c'est-à-dire ce deuxième temps, va devenir pour les SES ce que j'appellerais le modèle de coopération. C'est-à-dire un modèle où la construction des programmes, même si elle se fait sous tension, se fait avec l'ensemble de la profession, par un aller-retour continu et qui prend énormément de temps. Les épreuves du bac, nous avons passé au moins 4 à 5 années avec différentes universités d'été pour les tester. 4 ou 5 ans, nous avions le temps de réfléchir collectivement. Les tensions, pour autant, elles ont été multiples. D'abord, l'entrée de l'APSES, j'ai dit, c'est pas fait de façon très simple. On est rentré en tant qu'APSES dans un groupe déjà constitué. Le poids de l'inspection était relativement fort, d'universitaires très partagés. Et nous avons dû nous battre pendant, on va dire, de 5-6 ans avec différents groupes. Et je vais prendre des exemples de contenus sur lesquels nous sommes battus. La crise qui a disparu à cette époque-là pour devenir des déséquilibres. Je dirais que nous avons perdu ce contenu-là, mais il est réapparu parce que la crise est réapparue. La répartition de la valeur ajoutée, un certain monsieur Belloc disait attention, c'est polémique, ça n'existe pas la valeur ajoutée, c'est une catégorie d'INSEE. Donc la répartition encore moins. On a fait disparaître également tout ce qui était pays en voie de développement. Bon, maintenant on les appelle autrement, mais c'est surtout les professeurs d'histoire, je crois, qui les enseignent, il faut quand même le dire. Et puis on s'est battu, vous allez vite comprendre pourquoi je dis que c'est une question de rapport de force, on s'est battu sur la notion de pouvoir en sciences politiques dans le programme d'option, puisque l'inspecteur de l'inspection générale disait on va discréditer nos programmes si en sciences politiques on met la notion de pouvoir. Donc les luttes, elles étaient plutôt sur les contenus entre différents acteurs. Et donc je dirais qu'il y a un appui continu du cabinet, ce qui a été notre cas avec Laguna Castel, mais aussi avec les cabinets suivants, pour prendre en compte la parole des enseignants, et pas seulement de l'inspection générale, qui elle s'est sentie souvent discréditée. Et que les polémiques soient tranchées par la profession. Je dis bien par la profession, parce que si la profession ne s'empare pas du programme, il n'y a pas de mise en œuvre du programme. Il y a juste une mise en chantier. Et tout à l'heure, on discutait de est-on des professionnels? Je pense qu'on est des professionnels à partir du moment où on conçoit les programmes, on est capable de les mettre en œuvre, on est capable de déconstruire les notions, on est capable de savoir pourquoi on enseigne telle ou telle chose. C'est fondamental. Le troisième moment, et je n'aurai que très peu de temps, mais je pense que les gens vont développer là-dessus, le troisième moment, la caractéristique, ce sont des programmes plus lourds dans l'écriture, 13 pages, qui ont été faits dans une durée la plus courte qu'on ait connue, c'est-à-dire juste quelques mois, avec très peu d'enseignants de terrain, et le peu d'enseignants de terrain n'ont pas eu droit à la parole, avec des universitaires assez peu reconnus
reconnu par la profession, je le dis. Je le dis et j'assumerai, en tous les cas en sociologie, assez peu reconnu par la profession, une inspection qui n'a servi que de courroie de transmission et une formation continue qui n'existe plus. Et donc il n'y a plus que l'association pour pouvoir transmettre, servir en fait ces programmes et la compréhension de ces programmes. Je parlerai là, et ce n'est pas une nouveauté, d'un modèle vertical, descendant, où on aurait finalement des savoirs académiques ou des savoirs dits savants par certains à transposer uniquement dans les classes. Toutes les études de sciences de l'éducation, toutes les études sérieuses en sociologie de l'éducation, et pas seulement en France, montrent que c'est une course sans fin. Il faudra écrire des textes, comme aujourd'hui c'est Chine, l'inspection générale, écrire des textes pour qu'on comprenne comment évaluer, pour remplacer le fait même que les enseignants n'ont pas eu la parole sur ces programmes. Oui, donc comme le disait Gisèle Jean, alors elle a déjà exprimé pas mal de choses que je voulais dire dans le cours. Donc je représente ici l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, donc qui compte quand même 1500 membres sur les à peu près 5000 enseignants de la discipline, donc il y a une certaine représentativité, même si effectivement on n'a pas forcément vocation à, on ne prétend pas représenter l'ensemble de nos collègues et parler au nom de l'ensemble de nos collègues. Mais s'agissant de la question des programmes, il y a deux enjeux qui sont à la fois la question du contenu, et Gisèle en a déjà dit un certain nombre de choses, notamment sur l'inflation du contenu qui cadre de plus en plus les pratiques, et également, et c'est un enjeu qui est très important pour nous, c'est les épreuves du baccalauréat qui vont encore plus cadrer les pratiques pédagogiques, puisque notre objectif premier, c'est quand même de préparer, notre mission première, c'est de préparer nos élèves pour l'examen du baccalauréat, et forcément, là, on est très cadré dans ce qu'on doit leur à la fois les contenus et aussi les méthodes de réflexion et de travail qu'on doit leur transmettre, les savoir-faire. Donc là, les nouvelles épreuves de baccalauréat qui doivent rentrer en vigueur cette année, nous les jugeons catastrophiques, à la fois tant du point de vue des exigences que du contenu, avec notamment un retour par une partie de l'épreuve proposée qui est des questions de restitution de cours, dont on se demande à la fois quel sens elles ont. Pour nous, c'est une régression pédagogique, puisque il s'agirait pour les élèves d'apprendre un cours par cœur, alors que précisément, et l'inspecteur général de notre discipline nous l'a encore rappelé il y a 2 semaines, qu'il était tout à fait contre le cours magistral et la transmission directe de définitions, etc. Non, on n'est pas là pour faire des élèves des dictionnaires de définition, mais or, c'est ce qui va être exigé au baccalauréat. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir harmoniser. Il n'y a pas une définition absolue, et y compris à l'université, pour une notion en sociologie ou en économie qui soit canonique et qui ne fasse pas discussion. Donc on se demande vraiment ce qu'on va pouvoir leur demander. Donc voilà, ça c'est une chose. Pour revenir sur, donc il y a la question des contenus, et il y a également la question du mode d'élaboration, et également un premier sociologue qui, pour le coup, je pense, est quand même reconnu dans la discipline, qui est François Dubet, qui n'est pas soupçonné de proximité avec la gauche radicale ou quoi que ce soit, qui n'est pas spécialement quelqu'un de contestataire, mais qui a démissionné du groupe d'experts, tout comme le président de notre association d'alors, à cause des pressions qu'il subissait de la part du cabinet et d'autres groupes d'intérêt qui voulaient diffuser une certaine vision des sciences sociales, de l'économie en particulier, donc voilà, qui était contre ces pressions et contre des méthodes de travail qui n'étaient pas du tout satisfaisantes, puisque le précédent groupe d'experts s'est réuni 3 ou 4 fois en tout et pour tout, a eu un travail qui a été extrêmement rapide, extrêmement bâclé. Donc nous, ce qu'on conteste, c'est à la fois la constitution, c'est que le mode de constitution de ces groupes d'experts n'est pas du tout transparent, et en particulier comment sont choisis les enseignants à la fois du supérieur, parce qu'ils ont quand même une légitimité académique à apporter, on ne conteste pas leur présence, mais effectivement, comme le disait Gisèle, nous on demande à ce que les enseignants du secondaire soient représentés en tant qu'experts pédagogiques, parce que eux se rendent bien compte de ce que c'est qu'appliquer des programmes, que ce que c'est que ce qu'est un lycéen en filière générale, contrairement à certains universitaires qui ne les ont pas forcément rencontrés. Donc, et qui se posent la question des savoirs qui soient didactiques, qui soient appropriables par les élèves, mais également qui leur donnent envie de se poser des questions sur le monde, parce qu'on n'est pas là que pour former, encore une fois, des bons professionnels, des futurs professionnels. Ce n'est pas la vocation du lycée, mais également des citoyens, qui soient capables de s'interroger sur le monde qui les entoure. Il y a vraiment ce déclic-là, et c'est pour ça que c'est quand même une
discipline qui, depuis son introduction, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, remporte un certain succès auprès des lycéens, c'est cette capacité à ouvrir sur le monde. Et nous, on prétend que les nouveaux programmes et les nouvelles épreuves du baccalauréat perdent complètement cette exigence-là. Donc, du point de vue aussi, quand on parle de processus d'élaboration des programmes qui soient démocratiques, donc c'est poser la question de comment on choisit les membres du groupe d'experts, mais également en aval de ces programmes-là, quelle évaluation on en fait. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune évaluation de l'application des groupes d'experts. Et encore une fois, dans notre rencontre avec l'inspection, ce dont on se rend compte, c'est l'évaluation au doigt mouillé. Ah bah oui, mais nous on a des retours, les collègues sont très contents, nous les quelques collègues qu'on a inspectés sont très contents, mettent bien en œuvre les programmes. Moi je cherche encore le collègue qui est content et qui arrive et qui s'en sort avec ces nouveaux programmes à la fois dans leur contenu et dans la densité de ce qu'il y a enseigné, étant donné le temps qui nous est imparti. C'est impossible, on est tous complètement en retard et on est dans l'impossibilité complète d'enseigner. On est obligé, c'est la course contre la montre, on ne peut pas mettre en œuvre ce qui fait l'essence de notre discipline, une pédagogie qui soit vraiment active, qui mette en activité les élèves, plutôt que de les obliger à ingurgiter un contenu qui n'est pas clair pour eux. Donc voilà, on réclame également qu'il y ait une évaluation qui inclut les enseignants, encore une fois eux-mêmes, qui inclut également les élèves, parce qu'ils sont bien les premiers à pouvoir s'exprimer sur est-ce que ces programmes, ils arrivent à les approprier, et donc ils puissent faire le point et les modifier, ces programmes, et modifier ces épreuves du baccalauréat, étant donné les enjeux qui les entourent. Alors, ce qui me paraît tout à fait fort dans cette question de l'école, la question de fond derrière, c'est cette question de la pluridisciplinarité. Ce qui m'a frappé, moi, dans ces nouveaux programmes, c'est la manière dont sont cloisonnées les disciplines, ce qui d'ailleurs dans l'explication est donné et vu comme un motif, en fait, comme une finalité. On a recherché à faire ça, et c'est ça qui me semble tout à fait dommageable, c'est-à-dire de faire un enseignement, d'avoir un enseignement dans lequel on commence par l'économie, ensuite le regard de l'économiste, ensuite le regard du sociologue, et ensuite des regards croisés. Il me semble que, à mon sens, et ça veut dire très très intéressant, justement par le fait qu'elles évitaient ce cloisonnement et qu'elles partaient sur des thèmes et des objets à partir desquels, par exemple le travail, à partir duquel on pouvait introduire à la fois des concepts d'économie, de sociologie, de politique ou d'anthropologie. Il y avait là un élément à la fois pédagogique, à la fois conceptuel qui était tout à fait satisfaisant, et tout ce que j'ai entendu toujours sur les SES, c'est que c'était très bien reçu, qui plus est par les élèves. Car il faut savoir en même temps que cette vision qui est proposée, celle d'abord de l'économie, c'est celle que je connais mieux et dont je vais parler, c'est celle qui est en effet présentée dans le supérieur. Et il ne faut pas oublier quand même que dans le supérieur, on a beaucoup de mal dans les départements d'économie à avoir des étudiants. Parce que cette manière de faire rebute beaucoup les étudiants. Et je trouve que ce qu'on voit bien à l'œuvre dans ces nouveaux programmes, ce qui vraiment doit nous interroger, c'est qu'il y a eu une transposition, une volonté de transposer le modèle universitaire de cloisonnement avec la conception universitaire de l'économie dans le secondaire. Et donc on voit d'ailleurs, tout ce qui a été dit là sur la formation des programmes est vraiment très intéressant. On voit comment en effet, ce que je comprends de ces groupes d'experts et de la manière dont ont été faits les nouveaux programmes, que les universitaires en économie ont joué un grand rôle. D'abord dans la phase de tension, comme on rappelait, et puis ensuite dans la conception même des programmes, au détriment de ceux qui avaient l'expérience du terrain et qui pouvaient faire quand même une évaluation de la manière dont les élèves l'avaient reçu. Parce que la question n'est pas simplement de former des gens à l'enseignement supérieur, qui pourrait être la seule raison de justifier le fait qu'il y ait un enseignement d'économie qui soit juste calqué sur l'enseignement d'économie du supérieur, en disant voilà, c'est pour former des gens du supérieur, il n'y aura plus de barrière. D'abord, ça pose des tas de problèmes que je ne soulève pas, mais surtout, les vrais problèmes, c'est que l'enseignement de terminale et de première n'est pas fait uniquement pour ça. Il y a aussi, comme ça a été dit, à la fois la formation citoyenne et la manière dont tout le monde doit pouvoir appréhender le réel. Donc ça reste une justification qui semble avoir dominé ces programmes et qui est tout à fait problématique. Alors sur le fond de la question que vous soulevez, on
on peut justifier, on pourrait justifier ça s'il y avait en quelque sorte une science économique qui soit reconnue pleinement comme science économique et dont la scientificité serait nullement contestée et qui aurait en quelque sorte le monopole de l'économie. Je trouve qu'il y a là un débat à avoir. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec cette manière de voir. Il y a beaucoup de gens qui contestent l'idée qu'il y aurait une science économique. Et donc cette application un peu, je dirais, rapide de ces concepts qui sont vus comme des concepts universels me semble problématique. Je crois plutôt, si vous voulez, pour voir les choses, c'est que d'abord, la science économique, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas la science de l'activité économique. Elle ne se définit pas par son objet. C'est-à-dire que les économistes, ce n'est pas ceux qui traitent de l'économie, sinon on ne comprendrait pas pourquoi il y a une économie de la famille, du meurtre, l'économie de la politique. Donc en fait, l'économie, première chose à comprendre, c'est que la science économique, si on regarde ce terme que je vais expliquer dans une seconde, n'est pas un discours qui traite de l'économie, c'est un discours qui se définit par ses concepts. Et tout le monde sait ici la fameuse définition canonique qui est celle de Lionel Robbins, qui définit l'économie comme la manière dont on alloue des moyens rares à des fins alternatives. Et là, on voit bien que ce qui est au cœur de l'économie, de cette théorie économique, ce n'est pas l'objet économique, c'est une certaine vision de la rationalité instrumentale. Je crois que peu de gens contesteraient ça. Et donc, par cette nature même, si vous êtes d'accord avec ça, par cette nature même, le point de vue de l'économie, si on traite ça sérieusement, est forcément partiel. Parce qu'il prend le point de vue d'un certain postulat sur la rationalité individuelle. Autrement dit, je soutiendrai cet argument conceptuel de dire que l'économie n'étant pas la discipline qui traite d'un domaine d'économie, il est absurde de faire ce découpage. En fait, par nature, l'économie est un point de vue particulier sur les faits sociaux. Et ça justifie, au fond, on peut soutenir d'un point de vue conceptuel l'idée que ce cloisonnement est une mauvaise chose, même si on retient l'idée qu'il y a une théorie économique, mais qui n'est pas la théorie de l'économie, qui est la théorie de la rationalité en situation de rareté moyenne. Et donc j'y vois un grand recul. Et l'autre chose, je voudrais dire, qui m'a un peu choqué, c'est en effet de constater que dans la manière dont les nouveaux programmes ont été faits, c'est qu'elles n'ont pas du tout été faits, et vous allez me contredire parce que vous connaissez mieux ici le sujet, mais elles n'ont pas été faites sur une évaluation de ce qui était. Je trouve ça tout à fait étonnant, c'est-à-dire que la phase qui pourrait paraître tout à fait naturelle et qui me semble exister dans les anciens, justement dans le modèle dont vous parliez tout à l'heure de coopération, c'est-à-dire qu'il y ait une longue phase de débat sur la base de ce qui s'était passé pour voir ce qui était bon ou mauvais, ça n'a pas été fait comme ça. On sent ici, je l'ai ressenti comme ça, une espèce de brutalité dans la manière dont sont conçus ces nouveaux programmes, une espèce de brutalité qui est liée à une volonté qui a des sources diverses en quelque sorte de faire prévaloir ce modèle des sciences économiques du supérieur. Et je regrette beaucoup cette brutalité. Évidemment, je parle du propre à partir de mon analyse de la théorie économique et des sciences sociales, mais je trouve que il est temps de faire en sorte que cet état de fait, ce programme soit remis en cause et qu'on aille vers des conceptions plus équilibrées en matière de sciences sociales. Merci. Je ne suis pas du tout un expert, je suis vraiment un enseignant dit de terrain. D'ailleurs, je ne pense pas que le fait d'être de terrain donne de la légitimité, c'est juste pour finalement introduire un tout petit poil de polémique dans une table qui sinon serait consensuelle. Je ne pense pas que ça soit le fait d'être sur le terrain qui donne l'expertise. Oui, moi j'ai envie de développer la demande que vous me faites en 3 points. D'abord, je voudrais
redire que finalement les questions qu'on se pose là, pour les SES, ne sont pas forcément spécifiques aux SES. J'avais écrit dans un ancien numéro des cahiers pédagogiques que mon assistante va passer donc pendant ce temps-là. Merci Vanessa. Donc, il s'intitulait Une discipline exemplaire. Je vais essayer de montrer que justement ce qui se passait à propos des SES n'était pas spécifiquement propre aux SES. D'abord parce que, et on le verra peut-être aussi avec Laurence de Gaulle tout à l'heure, il y a une vraie question qui se pose, qui est celle de l'autonomie des disciplines scolaires par rapport aux disciplines et aux savoirs savants. Quelle est l'autonomie? Qu'est-ce qui fait l'autonomie d'une discipline scolaire? C'est une vraie question qui n'est pas spécifique aux sciences économiques et sociales. Chez nous, elle est compliquée par un point, c'est qu'on est, comme vous avez dit un recteur, toujours en place d'ailleurs, on est une erreur génétique, hein, on est le croisement de plusieurs disciplines, mais j'y reviendrai. La deuxième question qui est importante, c'est celle qui est aujourd'hui résumée par une obsession au sein de l'administration d'éducation nationale, c'est du rapport entre Bac-3, Bac+3. Et donc en fait, aujourd'hui, on assisterait à une sorte, alors je vais prendre mon élan parce que c'est pas facile à dire, une universitarisation du lycée. C'est une petite fac, où est-ce qu'on construit un lycée dans la continuité avec le collège. Et là, on est bien en train de parler de pédagogie. Troisième point, qui me semble exemplaire, et là encore je parle sous le contrôle de ma voisine qui subit ça de plein fouet, c'est le rôle des groupes de pression. C'est l'instrumentalisation des programmes dans un débat public qui est de fait biaisé et qui conduit à ce que tout le monde se sente autorisé à parler des contenus sans avoir le recul et la compréhension véritable des questions. Donc, on a subi ça, vous subissez ça en histoire géo, on a vu aussi la biologie le subir également, etc. Dernier point, et ça fera ma transition avec mon deuxième aspect, c'est le rôle des hiérarchies intermédiaires. Je crois que ce qui est très caractéristique de la période actuelle, et on l'a vu d'ailleurs avec d'autres débats, je pense en particulier à quelque chose qui n'est pas notre propos initial, mais qui est celui du socle commun et de la question des compétences, c'est la capacité de l'administration de l'éducation nationale à produire de la procédure. Et en produisant de la procédure, à dénaturer finalement les intentions initiales. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre des sciences économiques et sociales, il y a des idées qui sont peut-être pas complètement inintéressantes au départ, mais qu'on a complètement dévoyées. On a une sorte de vulgate qui s'est installée, une vulgate pédagogique, qui nous éloigne beaucoup des intentions de départ. Et donc ça conduit à cette période aujourd'hui que moi j'appelle une période de basculement. Même si les évolutions étaient déjà en jeu, on a vraiment une période de basculement. Premier basculement, qui était déjà en germe avec les anciens programmes, c'est le passage des sciences économiques et sociales à une nouvelle discipline qu'on pourrait appeler économie-sociologie. Moi j'ai souvent dit, quand je suis en formation, que le mot qui me semblait le plus important dans sciences économiques et sociales, c'était le « et ». Quand j'ai démarré dans la profession, il y avait une manifestation avec comme slogan « Nous nous battrons pour un adjectif ». Moi, je trouve que finalement, aujourd'hui, il faudrait se battre pour une conjonction, et non pas pour un adjectif. Parce que le mot important, c'est le « et », parce que c'est celui qui donne du sens, comme le disait d'ailleurs André Orléans à l'instant. Et donc cette conjonction, ce « et », aujourd'hui, il est remplacé par un tiret, et donc au lieu de faire du lien, alors qu'on est à l'heure des disciplines intégrées dans la seconde dite de détermination, enfin avec des enseignements d'exploration qui se veulent intégrés, on en arrive à l'inverse exactement avec des évolutions à rebours. Autre aspect, c'est évidemment le fait qu'on passe d'une approche par les objets problèmes, je vais utiliser des gros mots pédagogiques mais qui sont bien connus des profs de SES, à une approche par les concepts. Une
une approche par les concepts qui était déjà en germe, mais qui est toujours renforcée, qui est largement renforcée par les programmes actuels. Et j'en viens à ce qui est, à mon sens, un des aspects les plus importants, et c'est peut-être là-dessus surtout que vous souhaitiez que j'intervienne, c'est finalement que derrière ces programmes, et moi je m'appuie surtout sur le programme de première, qui est en fait l'aspect peut-être le plus important à discuter. Derrière ça, il y a une conception des apprentissages qui me semble à rejeter complètement. C'est-à-dire une conception linéaire des apprentissages, où il faudrait passer par des fondamentaux, par une série de fondamentaux, avant de s'autoriser à croiser les regards. Moi, j'ai toujours trouvé d'ailleurs que cette expression croiser les regards, c'est louche. Et en fait, au-delà de cette question du croisement des regards, c'est bien question centrale qui est celle de la question du sens. Si on veut donner du sens aux apprentissages, eh bien, il faut que les élèves puissent y trouver justement du lien avec ce qu'ils vivent, et cette réalité, elle n'est pas compartimentée, elle n'est pas segmentée, elle n'est pas sectionnée. Et donc, voilà, c'est ce que Philippe Mérieux dénonce en parlant de pédagogie des préalables. J'avais envoyé un texte qui est maintenant sur le site de l'APSES sur cette question, et ça me semble un élément extrêmement important. Il faut redonner de la saveur au savoir, et pour redonner de la saveur au savoir, il faut, me semble-t-il, vraiment aller dans cette direction qui est de redonner la place à la conjonction au « et » dont je parlais tout à l'heure. Très rapidement, trois propositions. D'abord, plutôt que de faire du lycée une petite université, moi je crois qu'il faut travailler les continuités, et c'est là qu'on va pas être d'accord avec certains de mes petits camarades dans la salle, travailler la continuité avec le collège, et notamment avec le travail du socle commun. Deuxième logique, qui me semble la plus importante, en ce moment je dis souvent, le problème, c'est pas tellement le programme, parce que le génie pédagogique des profs de SES, j'ai confiance là-dedans, et je pense qu'à terme on trouvera des solutions pour faire passer les notions. Mais on le sait bien, dans le système scolaire, ce qui pose là, ce qui détermine vraiment la pédagogie, c'est ce qui se passe en aval, c'est-à-dire l'examen terminal. Et donc il faut vraiment faire évoluer cet examen terminal, le bac tel qu'il est aujourd'hui, et les nouvelles épreuves me semblent vraiment très dangereuses. Et je pense que là aussi, il faudrait s'inspirer du travail par compétence et aller plutôt, et je vais être un petit peu dans la provocation, revenir vers des tâches complexes. Parce que je pense que d'une certaine manière, la dissertation ancienne formule, ben, c'était une tâche complexe. Et c'est peut-être ça, vers ça qu'il faut travailler avec nos élèves. Et enfin, dernier point encore plus provocateur, peut-être que la vraie évolution, ça sera de ne plus construire les programmes sur une logique d'empilement de concepts, mais sur une logique véritablement curriculaire, comme on dit, c'est-à-dire avec une logique qui s'intéresse non pas à des connaissances, mais bien aussi, avant tout, à la manière dont les élèves apprennent, à la progression dans les apprentissages, et donc par conséquent sur des grandes finalités, et en laissant, et on revient à la question qui a été posée aussi par Igor Martinache, en laissant une expertise aux expertises pédagogiques que sont les enseignants pour construire les meilleurs moyens de parvenir à cet objectif. Et évidemment, c'est en lien aussi avec, bien sûr, la question de l'évaluation. Oui, alors déjà merci beaucoup à l'APSES, vous m'entendez là? Donc merci beaucoup à l'APSES pour cette invitation. C'est vrai que ça fait maintenant quelques mois, presque, enfin plusieurs années d'ailleurs, que je suis de près, du verbe suivre, ce que fait l'APSES, parce que je porte un discours en fait assez discordant au sein de ma discipline. Donc moi aussi peut-être, j'ai c'est sûr parfois l'impression, pas de prêcher dans le désert, mais de ne pas réussir à évaluer très bien qui nous écoute, même si je sais que nous ne sommes pas seuls. Alors je prêche une pensée, une position discordante parce que effectivement nous avons des problématiques qui recoupent les vôtres et en même temps nous en avons aussi qui nous sont propres. Je crois que parmi celles qui nous sont propres, nous sommes nous vraiment dans une posture, et là je
Je ne devrais pas parler en mon nom, je donne un modèle un peu représentatif du corps. Le corps des enseignants d'histoire-géographie est davantage dans une posture de conservation de privilèges que de démarche véritablement novatrice. Et je vais vous dire quelques mots pour expliquer un petit peu qui nous sommes. Alors ce collectif, il est assez récent, hein, puisqu'il a 1 an et demi, donc il a l'âge d'à peine marcher tout seul. Et il émerge d'un travail un petit peu plus long avec une association qui s'appelle le CVUH, Comité de Vigilance face aux usages publics de l'histoire. Il se trouve que nous considérons que l'histoire à l'école, l'enseignement de l'histoire, à partir du moment où l'école reste publique, c'est le premier usage public de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des programmes d'histoire et où ces programmes sont créés par des experts, on peut donc considérer que ces curricula sont des objets de politique publique et que ce sont donc des objets politiques et que ce sont donc des programmes, pour nous en tout cas en histoire, des programmes mémoriels. Autrement dit, c'est l'image qu'à un moment donné, une commission d'experts souhaite laisser du passé d'une société. De ce point de vue-là, c'est un point de vue politique. Et donc, nous avons réfléchi au sein du CVUH sur cette, cette manière de penser la discipline histoire à l'école, qui est une manière de la penser politiquement. C'est un mot que je n'ai pas beaucoup entendu depuis que je suis là à cette table, mais moi je considère que nous sommes là en plein débat politique, pas au sens d'un débat forcément partisan, encore ce que ça pourrait être le cas, mais je pense que l'école étant un lieu politique et que les programmes étant constitués dans les couloirs et les grandes salles du ministère et de l'inspection générale, etc., eh bien nous sommes en pleine problématique politique. Et ça me va, ça ne me gêne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun complexe, à mon avis, à mon sens, à dire que nous travaillons dans un lieu politique et à essayer de politiser sainement cette question de l'école. C'est pour ça que lorsque Philippe dit que nous sommes acculés à répondre à tout un tas de groupes de pression, etc., je dirais que d'une certaine manière, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça nous pousse à nous positionner. Alors, nous positionner comment? Est-ce qu'on considère qu'il faut sanctuariser l'école? Donc, nous ne répondons pas au débat politique et nous considérons que nous restons totalement maîtres de notre discours dans une école qui est close sur elle-même. C'est une première posture. Elle est défendue par un certain nombre d'enseignants, y compris dans les corps des historiens. Hein. Ou est-ce que nous considérons au contraire que l'école a des murs qui sont poreux et qui doivent laisser entrer les débats publics et que de ce point de vue, nous devons, nous, en tant qu'enseignants, pouvoir nous en saisir, pouvoir éventuellement les refroidir, encore que je ne pense pas que ce soit forcément notre rôle, mais en tout cas pouvoir déterminer avec nos élèves ce qui en fait la nature controversée. C'est-à-dire finalement légitimer le fait que des savoirs scolaires ne sont pas des savoirs stabilisés, mais sont des savoirs controversés et potentiellement toujours en construction. Et je crois que la finalité de nos disciplines, qui est une finalité critique, c'est un grand mot, hein, c'est devenu la tarte à la crème de tous les programmes scolaires, le fait que nous fabriquons de l'esprit critique. Mais l'esprit critique, c'est ça. L'esprit critique, c'est accompagner les élèves dans l'apprentissage de la capacité à faire un choix. Et ça va donc à l'encontre complète d'une posture qui est une posture uniquement pour nous de mémorisation des dates, mémorisation des repères, qui serait au contraire une posture de mise à distance des objets enseignés. Et ça, je crois que pour le moment, on ne sait pas le faire. Et que la résolution de ce paradoxe au sens de l'école est un lieu de vérité, et moi je soutiens que l'école est aussi un lieu de controverse, cette résolution du paradoxe passe justement par ce questionnement sur ce que c'est qu'un savoir scolaire, et ce questionnement donc qui est de nature didactique. De ce point de vue-là, est-ce que le terrain nous confère une légitimité? Oui. Est-ce que c'est une légitimité d'expert? Je ne sais pas, je n'aime pas bien ce mot d'expertise. Mais en tout cas, une légitimité dans notre prétention à pouvoir réclamer de remettre la main sur notre matériau, sur notre matière première, exactement comme des artisans, c'est-à-dire finalement sur la confection de nos programmes et sur la mise en public, on va dire, sur la publicisation également de nos pratiques. Parce que là aussi, il y a un autre enjeu politique. Le fait qu'une société ne se soulève pas parce que des profs font parce que des gens font la queue à Pôle emploi pour être recrutés en tant qu'enseignants à Bac+3,
le fait que la société ne se soulève pas à cause de ça, c'est précisément parce que nous ne sommes peut-être pas capables de mettre des mots aussi intelligibles par tous sur ce qui configure la spécificité de notre position professionnelle et de notre pratique professionnelle. Donc de ce point de vue-là, alors tout ça pour vous dire que Aggiornamento, s'il y a un projet politique derrière Aggiornamento, évidemment souvent nos détracteurs nous qualifient de gauchistes, non, s'il y a un projet politique derrière, c'est le fait de donner la possibilité aux collègues de se réapproprier la matière avec laquelle ils travaillent. Nous avons un site, et ce site publie régulièrement des prises de position sous plein de formes, des billets scientifiques, des articles scientifiques, des billets d'interpellation des autorités, des billets aussi de controverses, ce qui est une manière de dire que nous sommes par nature une discipline qui accepte le débat et que nous ne sommes pas des institutionnels, nous ne sommes pas une association représentative, nous sommes un collectif informel, mais de ce point de vue-là, nous avons toute liberté d'interpeller, y compris d'interpeller la verticalité dont tu parlais, Gisèle, et qui chez nous, à aucun moment, n'a disparu. Cette conception de verticalité entre la conception et la descente, parce qu'il y en a qui aiment bien parler de descente des savoirs académiques dans les classes. Merci la parole et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Comme vous l'avez souligné, je représente une association, les femmes d'Orléans, d'ailleurs, représente une association. Et la plupart des associations, des enseignants, chercheurs, de l'enseignement supérieur et des SHS se sont insurgés contre des nouveaux programmes qui ont été imposés au forceps et puis imposés à tous les enseignants. Alors, comme j'appartiens à une discipline qui a pour domaine d'études privilégiées les politiques publiques, je voudrais faire un petit exercice en quelques minutes et considérer que la fabrication d'un programme est une politique publique. Et là, force est de reconnaître que c'est une très très mauvaise politique publique. Au regard des critères en vigueur dans la fabrication des actes que commet l'État au jour le jour dans les différents secteurs de la société. C'est vraiment une politique publique qui devrait faire rougir quasiment de honte ceux qui ont été les initiateurs, puis les concepteurs et éventuellement les évaluateurs, mais ils ne se sont pas avancés jusque-là parce que dans le cahier des charges classiques des politiques publiques, il y a un certain nombre de séquences qu'on ne repère pas suffisamment bien dans la fabrication des programmes, et je voudrais y revenir très rapidement. En général, quand il y a une politique publique, elle est précédée de la mise à l'agenda d'un problème et d'une question. Et là, on voit que la mise à l'agenda des programmes est venue de façon assez anarchique. Philippe Boîtrelot parlait des groupes de pression. L'éducation nationale, pour une large partie, a été dépossédée de la mise à l'agenda des programmes de sciences économiques et sociales. Ce qui est un petit peu embêtant pour une institution noble, une institution dite puissante, qui a sans doute le devoir de gérer en interne ce qu'elle entend enseigner aux élèves avec la communauté éducative au sens large du terme. Si cette mise à l'agenda, c'est d'une certaine façon imposée à l'institution éducation nationale, c'est que depuis plusieurs années, cette éducation nationale ne sait pas piloter correctement la fabrication des programmes. Deuxième élément, dans une politique publique, il y a une séquence de nomination et de prise de décision. Là aussi, force est de reconnaître que ces temps ont été non seulement très courts, mais non préparés. Rares sont les commissions dignes de ce nom qui laissent aussi peu d'heures de réflexion à des experts pour fabriquer des problèmes oui, et des programmes à propos de problèmes complexes. Quand il y a politique publique, il y a aussi des experts. Généralement, quand une politique publique est bien faite, on se demande ce qu'est un expert, ce que pourraient être les experts. On se demande donc ce que serait leur expertise, au nom de laquelle ils vont expertiser, proposer, puis initier une dynamique. Là, le point, il est vraiment très critique et tous les interlocuteurs en ont parlé. Voilà pourquoi dans l'enseignement supérieur, on est nombreux à s'être insurgés. Il semblerait qu'il soit acquis qu'un expert est d'abord un universitaire, quelle que soit son expérience pédagogique, quel que soit finalement aussi son titre. Tant qu'il est universitaire, il est considéré comme un expert.
c'est assez problématique parce que là, j'avais cru comprendre que l'objectif était d'imaginer un programme qui soit appliqué en classe, sur des lycéens, dans des cadres assez bien définis, avec des choses très, très simples qu'il faut avoir à l'esprit. C'est enseigner des choses dans une classe, avec des séquences d'1 heure, d'1 heure et demie, 2 heures, avec des supports très différents. Apparemment, les experts n'ont pas compris qu'ils avaient à rédiger un document dont la mise en œuvre allait s'inscrire dans un cadre déterminé qui nécessitait au moins son observation, sa compréhension. Enfin, sur la question des experts, parce que je ne voudrais pas être trop long, on est beaucoup à être mal à l'aise par ce que l'éducation nationale a institué depuis longtemps et qui fait qu'en fait, l'universitaire est toujours celui qui, par un certain paternalisme académique, chapeaute les enseignants du secondaire. Et nous, on considère que les enseignants secondaires qui sont nos collègues, qui sont aussi nos partenaires intellectuels, ont suffisamment d'expertise à la fois scientifique et pédagogique pour mener eux-mêmes la réflexion qui conduirait à la fabrication d'un programme. Cela ne les empêche pas de nous solliciter pour voir où on en est sur tel ou tel domaine, de nous auditionner. Et là, il semblerait que l'inspection et les universitaires soient les maîtres d'œuvre systématiques de la fabrication des programmes, c'est-à-dire que les plus éloignés de cette mise en œuvre sont ceux qui conçoivent. En général, dans une politique publique un peu bien faite, on essaie de réduire les échelons entre ce qu'on conçoit en matière d'action publique et la mise en œuvre. Donc c'est vraiment cet échevinage, comme dirait un juriste, est vraiment problématique. Et moi j'ai l'impression que c'est à l'autre temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça pour produire des décisions. Dernier élément sur cette politique publique, il m'a semblé que dans un état de droit, qui s'était converti depuis plusieurs années à toute forme de démocratie de proximité, démocratie délibérative, démocratie participative, obliger les maîtres d'œuvre d'une action publique à véritablement organiser une concertation. Et là, la pratique a été si expresse, la pratique de la concertation a été si expresse qu'il n'y a pas eu de débat possible. Il y a eu, donc, en d'autres termes, un délit de démocratie qui s'est assorti de cette très mauvaise politique publique. Alors, si je vous en parle, si je ne parle pas de loin, c'est qu'avec des collègues, nous avons voulu participer à cette concertation en bon élève. C'est-à-dire que nous avons lu des programmes et nous avons non plus que nous étions autorisés à réagir en ce qui concerne à l'option sciences sociales du politique. Nous avons passé un peu de temps, nous avons envoyé notre analyse, nous n'avons jamais eu de réponse. Nous n'avons jamais su ce qu'étaient devenues nos remarques. Il n'y a jamais eu de synthèse, comme il n'y a jamais eu de synthèse des débats au sein des comités d'experts. Donc là, on est encore sur une politique publique qui n'est pas transparente, qui est moyenâgeuse. Et les seules nouvelles que nous avons eues de notre petite intervention modeste, elles nous sont arrivées par une liste professionnelle de la part d'un des membres des experts pour dire que notre intervention avait été pathétique. C'est tout ce qu'on a reçu comme retour, comme accusé de réception du petit travail que nous avions consacré. Nous avions expliqué d'ailleurs en s'inspirant du vocabulaire du New Management public que en fait, les programmes tels qu'ils avaient été conçus, c'était une manière d'essayer de mettre une couette bien trop grande dans une toute petite valise. Et je pense que cette image, elle est importante pour comprendre ce que sont les programmes et leur caractère impossible. Je termine sur un dernier point parce que je pense qu'on n'intervient pas tous qu'en pédagogue, qu'en enseignant, parce qu'on est tous. Il y a aussi une très grande majorité de professeurs de sciences économiques et sociales qui ont été très largement initiés à la recherche. Et sans arrêt, ils avançaient donc à partir de ce label, nous sommes des scientifiques. Quand on regarde leur programme, on a envie de leur faire une petite leçon de science. Notamment lorsqu'on constate qu'il y a pléthore de notions. Et là, on est obligé de reprendre nos manuels, ceux qui sont censés avoir lu puisqu'ils sont scientifiques, et de leur dire qu'ils se sont complètement fourvoyés dans un certain fétichisme de la notion, des mots et des définitions qui parfois n'ont pas d'autre foi qu'elles-mêmes. C'est impressionnant de voir la quantité de notions et qui, en général, dans une recherche, doivent être pensées autrement. Je rappelle à quoi sert une notion. Une notion, ça sert à se poser des questions. Ça sert à mettre en place un programme de recherche.
et petit à petit à mieux voir une réalité qu'on s'était proposé d'observer. Et là, ce programme est aux antipodes de ce que les sciences sociales cherchent à faire en ce moment. C'est-à-dire de se poser des questions avant que, de manière très déductiviste, on se casse la tête avec des mots qui ne sont pas référencés à des réalités. Donc pour conclure, je dirais que cette très mauvaise politique publique est marquée par deux dénis, un déni de la démocratie, ou un déni de la concertation minimale qu'on se doit de faire respecter dans toute politique publique, et un déni aussi de scientificité, dans la mesure où le rendu est vraiment très mauvais scientifiquement si on veut éventuellement prendre un programme comme un indicateur de choix scientifique, ce qui est aussi un programme. Et là, on est un peu affolé, forcément déçu. Vous abordez la question de la démocratie, donc il y a la présence des professionnels que vous êtes dans la conception du programme. Igor Martinache, vous pouvez nous parler de cette démocratie, des questions qui se posent aujourd'hui les économistes. Peut-être qu'on verra aussi avec monsieur Orléans sur qu'est-ce qui se passe au sein de l'université. Vous en donnez peut-être un univers complètement stable et uniforme. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on peut voir différentes choses apparaître? La démocratie, enfin on l'a déjà dit, donc je vais un peu répéter peut-être sous une autre forme des choses qui ont déjà été avancées, mais effectivement elle est dans le contenu même des programmes, donc encore une fois dans cette approche des notions qui sont des choses à révéler, qu'il ne faut pas mettre en question, mais qu'il faut être capable simplement de recracher, comme je le disais. Et on le voit en particulier donc, dans les nouvelles épreuves du baccalauréat, là, qui doivent entrer en vigueur dès ce mois de juin et sur lesquelles nous sommes actuellement tout particulièrement mobilisés. Donc en particulier la nouvelle épreuve composée qui remplace l'ancienne question de synthèse sur le travail préparatoire, dans laquelle j'ai dit qu'il y avait une question de restitution de connaissances. Et nous avons également dans les instructions qui président à la construction de ces épreuves l'interdiction de sujets de type débat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de débat, il ne faut pas se poser de débat, et on va privilégier, si vous voulez, des sujets du type montrer que, réciter votre cours, si vous voulez, voilà, et surtout il ne faut pas examiner les différents aspects et la complexité d'une question, la complexité d'un phénomène social. Et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le programme, également dans les nouveaux programmes rentrés en vigueur, en particulier en première et en terminale. Donc je ne reviens pas sur le cloisonnement entre les disciplines qui fait la part belle à une certaine science économique, science avec des guillemets. Et pour prendre un exemple, donc dans le préambule du programme de première, nous devrons enseigner les grandes questions, partir des grandes questions que se posent les économistes, qui ne sont pas du tout les grandes questions que se posent les élèves vis-à-vis du monde social. Donc, par exemple, dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix? Donc, ça rejoint exactement ce que disait André Orléans sur une certaine vision de la rationalité instrumentale. Pourquoi acheter à d'autres ce qu'on pourrait faire soi-même? Donc, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle des pays. Et là, les collègues qui ont essayé cet exercice se sont rendus compte que le passage n'était pas évident du tout avec les élèves. Se disent bah oui, que l'économie c'est pas pour eux, que le monde social ils n'ont pas à y réfléchir et que de toute façon il y a des spécialistes, des experts dans un autre sens du terme qui sont là pour leur dire ce qu'il faut penser dans les médias et de quelle manière le penser et quelles sont les opinions politiques à choisir. Donc je crois qu'il y a aussi cette menace là pour la démocratie qui se fait à cette échelle de ce qu'on enseigne à nos élèves et quel type de citoyen on est en train de créer, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vraiment avoir des gens qui soient capables d'avoir un recul critique par rapport aux notions extrêmement compliquées qu'on a aujourd'hui dans le débat public. On peut prendre une pléthore de notions, mais on voit que les notions aujourd'hui, on parle beaucoup de charge sociale, pour prendre qu'un exemple, voilà, on voit toutes les connotations qu'il y a de cette notion-là, et que ces questions de compétitivité, de coût du travail, etc., recèlent des enjeux éminemment compliqués, et aujourd'hui on peut nous dire passez votre chemin, il n'y a qu'une manière de les envisager, et voilà, je pense que les voisins ne démentiront pas pour dire que nous, notre objectif, notre travail en tant qu'enseignant, c'est justement de montrer la complexité derrière ces enjeux, de montrer qu'il y a des vrais débats qui se posent, et non pas qu'on peut les résoudre en 5 minutes, et qu'il n'y aurait qu'une seule type de politique qui soit possible. C'est que l'inspection elle-même est dans une posture qui est extrêmement instable et que du coup, je vais faire un peu de la psychologie ou sociologie de tiroir, je suis désolée, mais on a vraiment le sentiment, en tout cas chez nous, qu'il y a une sorte de stratégie de compensation de son instabilité par un phénomène d'ultra
rigorisme et du poids réponse aux normes imposées du haut. Voilà. Et nous, ce qui nous revient, c'est une inspection qui est de plus en plus tiraillée entre des obligations d'obéissance, de connivence et de résultats aussi, de rentabilité, hein. Et puis en même temps aussi le souci de rester proche du terrain et de répondre aux attentes du terrain. Donc je crois que ça c'est aussi une vraie question, il va falloir qu'on s'en empare et qu'on s'en empare sans doute de façon interdisciplinaire et sous la forme d'une interpellation du terrain. C'est-à-dire à un moment donné, qui êtes-vous et que faisons-nous ensemble si nous devons continuer à faire des choses ensemble. Ce qui se passe à l'école primaire et au collège et même au lycée avec cette idée très en vogue, y compris dans la hiérarchie de l'éducation nationale, des disciplines intégrées, de l'idée de compétences transversales, etc. Et nous, en SES, qu'est-ce qui se passe? On est en train, à l'inverse, de segmenter, de cloisonner. Donc c'est une évolution qui est vraiment à rebours. Et quand on regarde aussi ceux qui défendent ces idées-là au sein des SES et dans le champ syndical, également à front renversé, et c'est aussi assez intéressant à observer. Sur cette question, il me semble que c'est difficile hein, de parler. Sur cette question, il me semble qu'il est bon de mettre justement cette déconnexion économie et sociologie. Elle me semble être tout à fait liée à l'évolution de l'économie et des sciences sociales en général dans le supérieur, parce que toute la professionnalisation, je dirais l'émergence d'un paradigme ultra dominant en économie est une des causes de ce à quoi nous assistons. Parce que autant dans les années effectivement 60-80, rappelez-vous que Nixon pouvait dire « nous sommes tous keynésiens », donc il y avait effectivement à cette époque, on voit à l'œuvre dans cette segmentation et dans le fait que l'économie peut se penser d'abord seule et puis se penser comme ayant une vérité, comme détenant la vérité dans la mesure où il y a de moins en moins de discussions à l'intérieur de l'économie. C'est pour ça que oui, Julien Freitel avait raison de rappeler que je suis président de l'Association française d'économie politique et que justement la raison de cette association, c'était ce constat qu'il y avait de moins en moins de pluralisme de méthode et de pluralisme conceptuel au sein de l'économie. Et je crois que quand on lit un peu tous les attendus dans les programmes avec une certaine défiance qui a été remarquée par ailleurs sur la question des controverses, du relativisme, etc. C'est très lié à ça, c'est très lié au fait que l'économie a pu se constituer autour d'une forme unique de savoir qui domine de manière fantastique la discipline. Et donc les deux processus sont très étroitement liés. Cette négation du pluralisme dans l'université a pu donner les formes légitimantes au niveau de la scientificité à l'économie pour faire prévaloir une vision unique dans les SES. Et donc ces deux choses sont très étroitement liées. Et voilà, et là c'est vrai que donc, je dois avouer que je parle évidemment de tout, mais je parle d'un point de vue particulier qui est que je suis de ceux qui ne pensent pas que la théorie néoclassique offre une science pleine et entière des phénomènes. Et je crois qu'il y a encore des débats, même sur les concepts de fond, ce que ne penseraient pas mes collègues. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette manière de présenter en disant qu'il y a des concepts de base qui seraient universels et une manière unique de voir les choses. Je pense que sur les questions du profit, de la consommation, etc., de tas de choses, il y a un débat à avoir. Et voilà, cette question du pluralisme, au fond, elle se pose aussi dans le supérieur maintenant. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose à cette partition scientifique nouvelle des sciences économiques et sociales, qui faisait que c'est un enjeu qui existe depuis très longtemps. Pendant un temps, j'avais des informations assez fiables venant de ce comité d'experts, puisqu'on avait l'un de nos collègues qui avait été nommé, et on avait cru
en naïf que nous étions en matière de délibération et de participation, qu'il allait régulièrement nous informer et finalement tenter de mutualiser ce qu'il essayait de dire au nom éventuellement de notre discipline. Ce qu'il nous a dit quand même dans un tout premier temps, c'était son premier récit de son premier comité, c'est que dès leur arrivée, on leur a signifié que, par exemple, la science politique c'était 15%, que la sociologie c'était tant de pourcents de l'occupation de ce programme et que l'économie c'était tant d'autres pourcents. Ce qui signifie que la partition scientifique ou la question scientifique, en l'occurrence, a d'abord été un instrument de gestion des tendances et des débats, c'est peut-être ce qui permettait éventuellement d'aller plus vite pour un comité d'experts qui n'avait manifestement pas envie de prendre le temps de réfléchir, de raisonner et de produire collectivement un regard de sciences économiques et sociales. Alors, Laurence Decotte disait tout à l'heure qu'elle ne voulait pas faire de psychologie, de sociologie ce soir. Je vais en faire comme elle un petit peu. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ce rapport à la science et ce rapport au savoir. Parce que, par exemple, quand on a voulu émettre des critiques vis-à-vis des experts, pensant que c'était encore un grand classique de la concertation que d'interpeller les experts, ces derniers l'ont très très mal pris. Et plutôt que de nous répondre un peu publiquement, puisque c'est ça la concertation, on a reçu des petits coups de fil pour nous demander d'arrêter. On n'a pas à tenser, secouer un expert, un sacré expert. Et on a vu après dans certains débats, dans certaines prises de position, qu'il y avait comme une sorte d'idéalisation radicale de ce que serait la science en enseignement supérieur, et qui donc ne méritait qu'une chose, c'est de redescendre avec beaucoup de religiosité dans l'enseignement secondaire. Les parlementaires ont déjà un regard sur les programmes scolaires, puisque régulièrement, on ne l'a pas dit, mais parmi le jeu d'acteurs, dans la circulation justement, dans le circuit d'écriture, les parlementaires sont régulièrement interpellés par les citoyens. D'ailleurs, vous avez lancé vous-même à l'ABSES une campagne d'interpellation de députés, et donc les questions sont relayées au niveau du Parlement. Et alors, évidemment, de là à dire que tout ça est fait dans une transparence et dans une, dans une arène démocratique où la conflictualité politique a sa place, non, parce qu'en réalité, les réponses du ministère sont toujours les mêmes. En fait, c'est des copier-coller, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai recensé toutes les questions sur l'histoire-géographie. En fait, la réponse du ministre est toujours la même, c'est un copier-coller. C'est assez drôle. Du coup, il n'y a pas de réponse, mais au moins, c'est soulevé. Ça, c'est juste sur ce point-là. Sur la question que faire concernant la transparence, on va dire, de l'élaboration des programmes, je crois qu'il y a quand même des minimums à réclamer auxquels on ne pense pas, mais par exemple, ne serait-ce que la publication des noms des membres des commissions dans le bulletin officiel, ça me semble le truc de base, et ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des enquêtes, quasiment de faire des recherches, des masters, pour savoir qui fait partie des commissions de recherche. C'est quand même assez incroyable. Et puis de réclamer aussi peut-être des bilans d'étape. Si on part du principe qu'un programme, normalement, ça ne se fait pas en 6 semaines. En histoire-géographie, en moyenne, un programme, ça devrait prendre 2 ans, 2 ans et demi. On peut tout à fait légitimement demander à ce que soient publiés des bilans d'étape. Par exemple, au moment de la rédaction du préambule de programme, c'est important. Un préambule de programme, c'est les finalités qu'on assigne à des programmes. On peut tout à fait demander à ce que les préambules soient publiés à tel moment, qu'il y ait un droit de regard du coup de la société civile sur ces préambules, pas simplement des profs, de la société civile, ça c'est important, c'est un débat de société, et puis qu'il y ait régulièrement comme ça des bilans d'étape publiés. Bon. Donc ça c'est des choses qui normalement devraient aller de soi. De même qu'on pourrait aussi demander, enfin je dis ça, en fait on l'a demandé, donc c'est pour ça que c'est facile pour moi de trouver des idées assez rapidement, hein. Mais on pourrait aussi demander à ce que les professeurs qui soient dans la commission d'élaboration de programme ne soient pas les professeurs de la même académie que leurs inspecteurs. Je veux dire, non mais ça c'est un truc qui est vraiment de base, hein. Je crois que même les Athéniens avaient compris ça dans le système démocratique, hein. C'est que, évidemment, si vous êtes dans la même commission que votre inspecteur, ce qui se joue, c'est certainement pas la neutralité, comment dire, la gratuité, votre savoir. Non, ce qui se joue, c'est un jeu de connivence et des enjeux de carrière. De la même manière que ce qui se joue entre les IPR, donc les inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs généraux, dans la même commission, c'est également des enjeux de connivence et de carrière. Tout ça, ce sont des choses qui sont, à mon avis, très simples à mettre en place et à entendre au niveau du ministère, hein. Donc déjà, si on pouvait se mettre d'accord sur ce type de demande basique, on aurait déjà pas mal avancé. Je crois qu'il y a
groupe d'experts clairement identifiés, je ne reviens pas sur ce que a dit Laurence à l'instant, mais aussi une instance d'évaluation qui soit véritablement autonome. Parce que le problème, c'est quand on est à la fois le prescripteur et l'évaluateur. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour biaiser complètement les choses. Et donc, moi, ça me semble être une des conditions majeures si on veut qu'il y ait un vrai travail sur les programmes. Sur la question des parlementaires qui ont leur mot à dire, oui, mais encore une fois, à condition que ça ne soit pas instrumentalisé, que ça soit bien quelque chose qui soit rigoureux et où justement les experts aient eux aussi un véritable rôle à jouer, c'est-à-dire où on puisse documenter le débat. Rien de pire que les débats qu'on a connus ces dernières années, qui étaient des débats essentiellement fondés sur l'émotion, la mémoire, en histoire, le fait d'aimer l'entreprise en SES, c'est-à-dire des émotions. La question de la salle, l'idée c'est quand même quelque part d'améliorer le système de façon rapide et efficace. Alors rapide dans le sens où il faut aller très très vite aujourd'hui pour un certain nombre de programmes, et pas seulement pour les programmes de sciences économiques et sociales. Je pense aux programmes primaires qui ont été vus en 2002, puis revus en 2007, puis revus et détruits en 2008, finalement sans doute jamais appliqués. Et donc on ne sait pas qui va faire défier le programme de 2008, il est centenaire, et centenaire ça compte aussi. Il se trouve que pour l'ensemble des programmes, je trouve que c'est particulièrement intéressant de pouvoir le dire ici, pour l'ensemble des programmes, il y a besoin d'une refonte complète du système et on ne part pas de rien, on part d'acquis. Par exemple, je pense au travail qu'on avait introduit en 1993 sur les concepts intégrateurs et les notions, en fait, de revoir de façon spiralaire certains concepts. En seconde, en première, en terminale, dans des champs différents, avec des questionnements différents, les élèves étant les intégrer, puissent s'en servir, puissent y réfléchir. Je pense également au fait de pouvoir travailler avec d'autres disciplines dans un groupe technique, qui soit sous forme d'experts, d'autres. On avait travaillé à l'époque avec des professeurs de mathématiques. Ceci n'existe plus. On devrait travailler avec des professeurs d'histoire géo quand on fait un programme. Ce sont des choses toutes simples qui ne coûtent rien, mais qui permettent de porter effectivement beaucoup mieux cette question d'écriture des programmes. Et puis, je voudrais juste dire un tout petit mot. Quand on a introduit en 1993 un fort poids la sociologie, c'était un basculement très important. Beaucoup de collègues n'étaient pas issus de sociologie, se sont formés lentement et sûrement à la sociologie, et l'ont accepté. C'était un bouleversement bien plus grand que ce qu'on est en train de vivre. La différence, c'est qu'il a été préparé, accompagné et accepté par la profession. Eh bien, quel que soit le programme, pour le faire accepter, il faut qu'il y ait du sens pour les collègues, et surtout qu'ils y trouvent une valeur pour l'enseignement. Je crois que c'est le Haut Conseil de l'éducation qui a voté contre le dernier programme. Donc on est Conseil supérieur. Donc le déni est réel, il y a des faits tangibles. C'est pas seulement opposé et on n'a pas seulement été vaincu. Il y a des instances au sein même de notre institution qui ont désavoué le programme, bien que ce programme ait été... Sur la question du déni ou de la rigueur scientifique, je pense qu'on est sans doute pas suffisamment avancé, mais lorsque nous avions émis quelques critiques sur l'option sciences sociales du politique, nous avions donc considéré qu'il y avait bien trop de notions, que en fait ça ressemblait à un cours d'introduction à la science politique d'une année à Sciences Po Paris ou dans n'importe quelle université. Et là on voyait les réflexes, c'est ah il faut l'Europe, ah il faut les partis, ah il faut l'histoire des citoyennetés, ah il faut les élections. Et c'était il faut remplir les cases, la peur du tout. Et nous ce qu'on avait proposé, c'était de se mettre davantage dans des postures d'expérimentation. Comme on analyse des résultats, tout ça que la réalité nous permet de faire de manière appliquée nécessite quand même du temps. Et donc, peut-être qu'il faudrait continuer d'approfondir la réflexion sur qu'est-ce qu'une pédagogie qui, d'abord, s'adapte à des lycéens, mais aussi qui respecte ce qu'est une démarche de recherche. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de compatibilité entre une bonne pédagogie, qui n'est pas forcément toute inductiviste ou déductiviste, et une démarche de recherche. C'est avoir moins l'obsession des mots,
des notions et plutôt de la démarche. Moi, je pense que c'est évaluable, y compris pour un baccalauréat, de se demander comment un étudiant peut, à un moment donné, poser une question, mobiliser des méthodes. Nous, on avait dit pour cette option, la moindre des choses, faites-les voir la réalité démocratique, puisque c'est une option qui porte sur l'activité démocratique. Et il n'y avait aucune place à l'expérimentation, à l'observation, et à des méthodes qu'on peut très bien évaluer, y compris pour un examen comme le baccalauréat.